le principal obstacle à l'intégration de la Suisse dans l'Union européenne, c'est sa démocratie directe, ah ben voilà qui est honnête. Et je dirais même plus, le principal obstacle à la démocratie directe suisse, c'est l'Union européenne, et c'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas entrer. C'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas entrer. Parce que ce droit international impératif, depuis quelques années, on nous fait peur. À chaque fois que des citoyens déposent une initiative, avant même de savoir s'ils ont des chances de trouver toutes leurs signatures, on leur dit « Ou attention, méfie, vous feriez bien de la retirer parce que peut-être bien que ça pourrait être contraire au droit international impératif. » Parce qu'il faut savoir que même si on n'est pas dans l'UE, on est lié, moins que vous, mais on est lié quand même à certains accords, que ce soit lié aux droits de l'homme. Tout ça n'est pas forcément contestable en soi, mais quand on va vraiment chercher dans le fond des choses, qu'est-ce que c'est que ce droit international impératif qui lie la Suisse à Bruxelles ou Strasbourg? C'est l'interdiction de l'esclavage, l'interdiction du génocide et l'interdiction de la guerre d'agression. Très bien, mais jamais en Suisse, ou alors j'aimerais bien qu'on me cite un exemple, depuis que la démocratie directe existe, jamais une initiative ou une proposition, qu'elle vienne du gouvernement ou qu'elle vienne du peuple, n'est entrée dans ces cas de figure. Mais certains juristes, qui étaient assez juristes pour savoir que c'était un mensonge, ont brandi cet argument au moment de l'initiative sur les minarets, comme ils ont brandi cet argument quelques mois après, lorsque, hors de tout parti, des citoyens, une famille en l'occurrence, a déposé une initiative pour le rétablissement de la peine de mort. C'était une famille qui avait vu un de ses membres, une femme, violée et assassinée par un type qui ensuite s'en était sorti un petit peu trop bien. Ça avait ému l'opinion. Et là, il ne s'agit pas de savoir, parce qu'on peut tout à fait être contre la peine de mort sans couper le débat. Mais là, le débat avait été, voilà, le droit international impératif. Comme si la peine de mort était liée, finalement, au droit de pratiquer un génocide de masse sur son territoire. Moi, je défends la démocratie coréenne, mais d'un point de vue formel, c'est une question d'arithmétique. Il ne faut pas y mettre des valeurs transcendantes, théologiques. Il faut la vraie valeur, l'essence de la démocratie, ce qui la justifie, c'est la légitimité. C'est-à-dire que quelque chose n'est pas bien ou mauvais. Quelque chose est simplement légitime ou non selon que le peuple l'a légitimé. Pourquoi avez-vous si peur de nous? Peut-être que je suis excessivement philanthrope, idéaliste, ou je ne sais quoi, mais il me semble quand même qu'il ne faut pas avoir peur du peuple. Il faut éviter la moralisation. Il faut éviter la moralisation parce que tout simplement, la seule légitimité d'une décision, en tout cas la meilleure ou du moins la moins pire, comme dirait Churchill, qu'on ait trouvé, c'est quand même la caution du peuple. Comme disait un de nos compatriotes, Ramu, l'écrivain suisse, il n'y a de culture que dans la souveraineté. Il n'y a de culture que dans la souveraineté. C'est exactement vrai. Il y a une espèce de désenchantement, de désespérance. On en revient à cette phrase d'Audiard que j'aime beaucoup, même si je peux pas quand même la prouver, mais Audiard qui dit cocu pour cocu, je préfère ne pas être consentant, donc je ne vote pas. Je pense que beaucoup de gens... Et puis pendant longtemps, je me suis dit ça en me disant, mais pourquoi est-ce que je dois voter socialiste? Est-ce que je dois voter UDC, démocrate chrétien, libéral, radical? De toute façon, ils feront ce qu'ils veulent, ils feront pareil. Le tous pourri, c'est pas de la caricature, c'est vraiment... Alors quand on dit ça, on nous brocarde, on nous dit que c'est de la démagogie, mais c'est la réalité. Le seul moyen que je vois, et c'est pas un moyen idéal, c'est pas un moyen utopique, peut-être qu'on va pas passer de 30% à 95%, mais c'est proposer d'autres alternatives politiques avec des listes comprenant des candidats qui ne se sont jamais mouillés dans la politique, qui n'ont pas touché de pot de vin, qui n'ont pas de casserole au cul, d'affaires derrière eux, de passé doctrinaire idéologique et qui, en plus, si possible, sont issus des classes populaires que nous entendons défendre. Parce que c'était aussi à la limite l'objectif de la gauche à une certaine époque, mais très vite finalement on a qui? C'est exactement comme en France, on a des avocats, des gens du secteur tertiaire, des enseignants, la classe moyenne supérieure. La plupart des abstentionnistes, je sais exactement ce qu'ils pensent, parce qu'ils pensent comme moi. Ils se disent que finalement, à quoi bon se lever le dimanche matin quand tout le monde nous trahit? C'est exactement ça. Donc le seul moyen, c'est de proposer des gens qui ne les trahissent pas et qui arrivent à obtenir en confiance. C'est le seul moyen. On ne ramènera pas les gens dans les bureaux de vote avec les mêmes vieux partis. Il faut des nouveaux partis, des mouvements qui sortent de la structure du parti, qui sont ancrés charnellement
dans le milieu populaire. Et il y a une certaine paresse. Parce que, effectivement, avoir des droits, c'est avoir une responsabilité. C'est avoir une responsabilité. Donc ça passe par différentes choses. Ça part parce que nous, par exemple, on vote le dimanche. Alors bon, maintenant, on a un système de vote par correspondance. On peut envoyer une petite enveloppe par la poste. On a même un système de vote par Internet qui se met en place. Même si je lui fais pas une confiance. Si c'est pour finir comme les électeurs de Floride aux élections américaines, je préfère mon métier. Non, aujourd'hui, c'est facile de voter. Ça coûte rien. Et ceux qui... Au pire, ça coûte un timbre en courrier, donc pas grand-chose. Mais il y a la paresse traditionnelle de se lever le dimanche matin pour aller voter sur un sujet important. De même, il y a la paresse quand la commune nous dit « viens dépouiller » ou « viens participer à un jury populaire », il y a la paresse de s'y rendre parce qu'on n'est pas payé à l'heure comme à son boulot, mais on est juste soldé. Et plus que tout, et c'est ça le problème du jour, il y a la paresse quand on a 18 ou 19 ans de dire « voilà, tu vas faire tant de mois de service militaire, ou bien, moi j'ai fait du service civil, j'ai dû accomplir 13 mois. 13 mois. 13 mois avec une prime, enfin une assurance pour perte de gain, une seule. Bon, moi je regrette pas, j'aurais voulu faire davantage tellement c'était intéressant. Mais on peut comprendre que quelqu'un qui est en études, qui a pas beaucoup de vacances, ou quelqu'un qui a un travail et dont le patron est pas très commode, ne le veuille pas. À l'époque, c'est-à-dire il y a quelques décennies, dans les grandes entreprises, il était bien vu d'avoir des employés, par exemple, qui étaient officiers dans l'armée suisse, officiers miliciens, parce qu'il y avait un prestige. Le prestige de l'armée, le prestige du patriote. Actuellement, c'est au contraire mal vu, parce que c'est quoi un officier? On s'en fout de ses médailles, de son uniforme, de ça. Un officier, c'est quelqu'un qui va toujours demander des congés pour des cours de répétition. On est passé d'une espèce de prestige du devoir civique militaire à un prestige du capital. On est vraiment entré de plein pied dans le capitalisme. Et une des grandes, au-delà des tendances anarchistes, antidémocratiques, oligarchiques, expertocratiques et également liées à l'Europe et au droit international, on a un autre problème, c'est celui de certaines paresses. Il ne faut pas s'enchaîner soi-même, il ne faut pas déléguer. C'est le système de la féodalité. C'est ce qu'explique très bien Hegel dans sa théorie du pouvoir, sa théorie de la domination, dans La raison dans l'histoire, ou dans d'autres ouvrages, quand il dit clairement le rapport entre le maître et l'esclave, la dialectique de la domination et de la servitude, c'est vraiment créé le jour où quelqu'un a dit, dans un combat singulier, a dit, moi, j'abandonne, j'ai pas envie de mourir pour ça, je ferai ce que tu veux. C'est-à-dire, je cultiverai tes terres, je payerai tes impôts, ta dîme, ta gabelle, tes taxes et tout ce que tu veux, mais toi, en échange, quand il y a une guerre, tu me protèges. Le chevalier et le paysan, le vassal et le suzerain. Voilà. Et ça fonde vraiment notre société et ça se retrouve dans la société capitaliste. Et j'ai pas envie que nos compatriotes suisses se mettent dans cette position en disant, pour l'instant, à moyen terme, on a de l'argent, donc on paye des taxes pour être défendu militairement. On paye des taxes pour avoir des gens qui travaillent dans les tribunaux, et puis demain ce sera quoi? Parce que finalement, s'il n'y a plus de soldats civils, mais seulement des mercenaires, s'il n'y a plus de jurés populaires, mais seulement des juristes formés à l'université, demain ce sera quoi? Il n'y aura plus de parlementaires élus par le peuple, mais des gens qui ont été formés dans des écoles pour un métier nouveau qui sera parlementaire, et qui n'auront aucun pied dans la vie civile et professionnelle. La liberté, l'exercice de ces droits civiques demande effectivement des efforts. Tout ça n'est pas gratuit. Les défauts du système, parlons-en, parce que la Suisse, c'est pas si beau. On est dans un pays capitaliste où le pouvoir est aux mains des bourgeois. Comment ça peut arriver dans ce système aussi bon que le nôtre? Après tout ce que j'ai dit, ça arrive parce qu'il y a une inégalité financière terrible entre les partis. Que tout le monde ait le droit de s'exprimer, tout ça est fort bien, et je pense que ce droit est respecté à peu près, parce qu'on a nous-mêmes été victimes de censure et de diabolisation, mais il est respecté quand même. Néanmoins, selon votre budget, pour que ce soit une élection fédérale, cantonale ou communale, vous vous ferez entendre différemment, selon que vous aurez des affiches sur les murs, selon que vous aurez des annonces dans les journaux, selon que vous aurez des gens payés ou pas payés qui font, je veux presque dire, qui font la manche dans les gares ou sur les places du marché pour distribuer des journaux et des tracts. Tout ça fera une différence. Ces grandes différences péjorent
la liberté du débat démocratique en Suisse. Et c'est pour ça que, même si je suis vraiment démocrate à fond, je ne suis pas en faveur de la démocratie libérale telle qu'elle existe. Je suis plutôt en faveur d'une démocratie souverainiste, voire d'une démocratie socialiste, même si ça peut heurter certains de mes camarades. Mais c'est-à-dire où la liberté est assurée le plus largement possible, la liberté d'expression, mais où cette liberté n'est pas inféodée à des impératifs financiers. Robespierre disait assez justement, ne perdez pas de vue que dans le gouvernement représentatif, il n'est pas de loi constitutive aussi importante que celle qui caractérise la pureté des élections. Il existe une aristocratie qui n'est pas une aristocratie de sang, de race ou je ne sais quoi, non, qui est en fait une expertocratie, une oligarchie, ce que vous appelez chez vous des énarques. Nous, c'est d'autres écoles, mais c'est un petit peu le même système, une reproduction des élites qui ont l'impression quand même, comme eux ont fait la bonne formation, sont nés dans les bonnes familles, ont eu les bons jobs au bon moment et se trouvent au bon endroit, que les choses iraient plus vite et mieux dans leurs intérêts, si chaque fois on n'interrompait pas nos petites affaires pour demander l'avis de la population. En Suisse, tout citoyen est éligible. Et si on reprend l'héritage de la Commune de Paris, et je pense qu'on peut s'en inspirer, tout citoyen éligible devrait être révocable, à certaines échéances qu'il faut fixer par la loi. Parce que sinon, évidemment, s'il y a trop d'échéances, on est toujours en campagne, et puis on fait plus rien, on fait que de l'autopromotion. Mais ce serait quand même intéressant de voir que des gens qui font des promesses, qui ne les tiennent pas, et qui ensuite s'enfoncent dans des scandales, pourraient être foutus dehors avant la fin d'une législature, avant la fin d'un mandat, parce que il y a cette option de révocation, de révocabilité. Ça, c'est extrêmement important. Et si on veut aller un peu plus loin, on peut retourner au grec, à Périclès, par exemple, avec la question de l'ostracisme. L'ostracisme, c'était quand le gouvernement du peuple, alors je ne sais plus si c'était la Boulée ou bien l'autre assemblée, parce qu'il y en avait deux à Athènes, qui se retrouvaient et qui pouvaient voter sur un petit morceau de terre cuite, noter le nom du magistrat, de l'élu du peuple qui voulait virer, qui voulait renvoyer. Et cette personne, c'était une tête qui dépassait ou quelqu'un qui était suspect. Et cette personne était renvoyée de ses fonctions politiques et exilée dans la province. Ce n'était pas du tout envoyé en prison. C'était pas aussi infamant. C'était une espèce de retraite forcée. L'ostracisme, c'est-à-dire le fait de pouvoir révoquer des gens élus avant la fin de leur mandat, me semblerait être une bonne décision. Avoir une transparence budgétaire sur ce que les partis investissent dans les campagnes, pouvoir établir au niveau du peuple un agenda des scrutins sans que le gouvernement mette son droit de veto, contrôler la propagande médiatique et puis effectivement amener plus de démocratie, par exemple en installant un droit de révocation et par exemple en installant le droit d'éligibilité du Conseil fédéral par le peuple. Remettre à l'ordre du jour cette tradition athénienne de la démocratie sur le terrain, sur l'agora, ça c'est magnifique. Et c'est tout le contraire de cette démocratie médiatique où on veut nous faire taire, où on annonce des vérités toutes faites pour ensuite nous couper la parole, nous dire qu'on n'a pas le droit de répondre parce qu'on nous diabolise, parce que c'est incorrect, et tout ce qu'on peut faire, et ça on peut le faire en Suisse mieux qu'ailleurs, jusqu'à ce qu'on nous coupe les vivres. Jusqu'à ce qu'on nous coupe les moyens, jusqu'à ce qu'on nous supprime le référendum, l'initiative populaire, la démocratie directe, jusqu'à ce qu'on nous intègre à l'Union européenne. Mais d'ici à ce que ça arrive, et on fera tout pour que ça n'arrive pas, alors il y a une chance. Il y a une chance pour les mouvements du peuple.